Bonjour à tous, chers amis d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube qui, comme je le rappelle souvent, sont toujours plus nombreux à suivre Omerta, ce qui évidemment nous réjouit et nous encourage à continuer cette belle aventure démarrée il y a 2 ans et demi. D'autant que l'actualité vers laquelle nous sommes orientés, on fait des sujets nationaux bien sûr aussi, mais on fait aussi beaucoup d'international et en ce moment, à la fois en international comme dans les sujets nationaux, il y a énormément d'actualités. Donc, bienvenue pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Une nouvelle édition où je reçois cette fois-ci à nouveau Aymeric Choprade. Bonjour. Bonjour Aymeric. Aymeric, il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'on s'est vu il y a un tout petit peu plus de 15 jours. Vous étiez ici pour commenter au lendemain quasiment de la réélection, ou de la nouvelle élection, on va dire, de Donald Trump. On était dans, on va dire, le choc de cette large élection qui s'est confirmée depuis, avec des perspectives de changement du monde, puisque d'un point de vue géopolitique, simplement, Donald Trump a promis pendant sa campagne d'être le faiseur de paix. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que on a l'impression que tout le monde l'attend comme le sauveur, un peu comme Barack Obama à une époque. Donald Trump, qui était le maudit américain, le paria, le milliardaire sulfureux, tout ce qu'on a pu lui affubler comme sobriquet et autres, et comme détestation qu'il a pu susciter. Je vous donne juste un exemple. J'ai un ami hier qui me disait qu'il était au Liban au moment de l'élection de Donald Trump et que la plupart des Libanais, toutes confessions confondues, qui étaient autour de lui, souhaitaient cette victoire. Et à un moment, il s'est dit, mais en fait, ce qui est hallucinant, c'est que côté israélien, probablement aussi. Je regardais, avant que vous veniez, l'Iran a décidé de suspendre ses frappes de réplique à Israël pour donner une chance à la paix de Trump. L'Iran. Quant à l'Ukraine, même Zelensky dit oui, Donald Trump. Donc on l'attend comme le sauveur du monde. Cette situation elle est liée au fait qu'on est quand même, il y a quand même eu depuis pendant ces 15 jours une accumulation de choses et de comment dire, d'éléments inquiétants. On va parler tout de suite de la Syrie. Ce matin, on apprend que les troupes des djihadistes liés aux nationalistes kurdes et au groupe affilié à la Turquie foncent en direction de Homs. La semaine dernière, ils ont commencé leur offensive il n'y a même pas 10 jours. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Bah écoutez, c'est d'abord très intriguant, ce blitzkrieg, cette vitesse éclair à laquelle le groupe Hayat Tahrir al-Shams, le fameux groupe de Al-Joulani, nouveau groupe, nouveau monstre qui apparaît tout d'un coup sur la scène comment dire, de l'islamisme, du djihadisme radical. Son émergence rapide, bon, il s'est quand même construit à travers les années, depuis principalement 2019, il s'est consolidé à Idlib. Mais ce groupe, la capacité qu'il a eu à avoir des succès rapidement, qui ont même surpris la Turquie, c'est quelque chose qui, moi, évidemment, m'intrigue. Alors, quand je suis intrigué, j'essaie d'inscrire le conflit dans une dimension un peu plus large. Dans quel contexte on est? On est dans un contexte au Moyen-Orient, principalement d'affrontements durs entre Israël et l'Iran, avec un axe Hezbollah, Syrie de Bachar el-Assad, Irak chiite, Iran, et en face, Israël, les États-Unis qui essaient de casser cet axe. Et le maillon faible de cet axe, c'est la Syrie. Parce que la Syrie, est d'abord, le régime est quand même fatigué de longues années de guerre. Il a survécu, il a une résilience très forte, mais il y a eu beaucoup de pertes, en particulier aussi dans la jeunesse alaouite. Ça a laissé des traces. Et donc, je pense que le régime est la cible, c'est mon avis, principalement d'une offensive américano-israélienne. Et cette offensive américano-israélienne
qui veut détruire le régime de Bachar el-Assad, probablement pour laisser s'installer un émirat islamiste à partir de Idlib, mais plus largement sur la partie sunnite, qui va couper le réduit alaouite et qui va poser un problème sérieux aux Russes avec leurs installations à Tartous et Latakia pour la partie air et la partie navale. Et donc voilà, on est dans cette guerre entre les États-Unis et la Russie, et puis Israël et les États-Unis ensemble. À mon avis, c'est ça qu'il faut chercher derrière le succès rapide. Parce que, bien sûr, l'armée syrienne est affaiblie. Bien sûr, cette armée fait l'objet même de trafic de munitions. Il y a des gens qui vendaient à ces groupes leurs propres munitions, leurs armes, etc. On sait tout ça. Mais encore une fois, la vitesse à laquelle les prises sont faites, et puis là, on en discutait pendant les pires moments de la guerre civile qu'on a connue. Jamais aucune des 4 villes essentielles de la Syrie n'a été prise totalement par des rebelles. Là, on a Hama, Homs, bien sûr. Hama, alors Deraa. Homs n'est pas encore tombé, mais ils sont en train de foncer sur Homs. Alors moi, j'ai regardé un petit peu l'histoire de ce groupe, la HTC, de Al-Jawlani. Bon, c'est une émanation, on le sait, de l'histoire de l'État de Daesh. De Daesh, de l'État islamique, avec ses composantes Syrie, Irak, et Al-Jawlani qui travaillait pour al-Baghdadi, donc qui était le patron de cette entreprise Daesh, entreprise du crime et de la terreur. Si vous voulez, il avait son agenda à lui, qui est un agenda syrien. Manifestement, son agenda, il essaie un peu de se notabiliser en expliquant que son sujet n'est plus le djihad mondial contre l'Occident. Il a même dit officiellement que sa cible n'était pas l'Occident, mais que c'était Bachar el-Assad et les Russes. Il l'a dit explicitement. Moi, je pense tout simplement qu'il est piloté par le renseignement américain et israélien. Je le dis comme je le pense. Évidemment, c'est difficile de le prouver, mais on sait très bien que ces personnes qui émergent sur la scène du djihad, qui sont à la fois des gens, souvent des chefs charismatiques, qui ont un caractère, sont aussi des gens qui sont facilement récupérés. Il a fait d'ailleurs comme al-Baghdadi, il a passé quelques années en prison chez les Américains, dans un camp. Bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il en est ressorti. Est-ce que ces gens sont vraiment totalement autonome? Moi, j'en doute. J'ai toujours pensé, dans ma lecture en tout cas du terrorisme et des grands mouvements djihadistes, c'est qu'il y a toujours un jeu, une combinaison avec des services étatiques. C'est rare qu'ils soient totalement indépendants. Alors, si je vous suis bien, on est quasiment retourné, finalement, on va revenir beaucoup en arrière dans les années 80, à l'époque où finalement, c'est la même démarche de la part du renseignement américain ou de la CIA d'armer les religieux contre les laïcs. Bien sûr. En Afghanistan, quelles que soient les conséquences qu'on connaît pour l'Afghanistan, c'est-à-dire l'implantation d'Al-Qaïda et la naissance d'une menace mondiale, simplement dans le cadre pour je dirais, se fabriquer une arme dans le cadre de l'affrontement avec la Russie. Absolument. Mais je pense que tout simplement, depuis très longtemps, il y a une sorte de collusion, d'alliance entre les États-Unis, la géopolitique américaine et la géopolitique du djihad mondial et du djihad au Moyen-Orient, contre le panarabisme, contre les mouvements nationalistes arabes. On le voit aujourd'hui, puisqu'en fait, n'oublions pas quand même que le régime de Bachar el-Assad, c'est un régime bassiste. Donc son origine, même s'il a rompu au départ avec Michel Aflaq, avec le bassisme authentique qui a pris souche en Irak, ça reste un régime arabiste. Et il y a une constante, c'est que le renseignement américain a manipulé, infiltré, généré. Alors la frontière est toujours compliquée. Est-ce que c'est créé de toutes pièces? Est-ce que c'est infiltré a posteriori et ensuite orienté en fonction de l'agenda américain? Ça, c'est tout un débat. Mais en tout cas, pour moi, on retrouve un nouvel épisode de cette alliance entre
le renseignement américain et l'islamisme radical, et probablement le renseignement israélien aussi. N'oublions pas, je vais juste parler d'un détail dont on ne parle pas suffisamment, parce que moi j'entendais dans les médias, tout ça c'est les Turcs. Alors les Turcs, bien sûr, ils ont leur jeu, ils ont aussi une alliance avec l'armée nationale syrienne, donc au nord. Plus des groupes... Exactement, sauf que HTC, le mouvement de Joulani, lui, travaille plutôt en bon terme avec les Kurdes. Et ça, c'est pas quelque chose de très compatible avec la Turquie. Et pour moi, ça indique qu'il est autonome par rapport à la Turquie, qu'il est distinct de l'agenda turc et que ses véritables commanditaires ou ses véritables soutiens se trouvent plutôt du côté occidental, et en particulier américain et israélien, que du côté turc. Je parle d'HTC, donc de Hayat Tahrir al-Shams, qui est le mouvement qui a surpris même les autres mouvements d'opposition au régime de Bachar al-Assad par la rapidité à laquelle il a pris les villes. Et cette rapidité, toute cette stratégie aussi des drones, ils ont produit des drones, ils ont leurs propres usines de fabrication. Avec du renseignement ukrainien, probablement une formation ils aussi. font des trucs avec des imprimantes 3D, tout ça, ça s'est pas fait en 5 minutes, hein, c'est à peu près 4-5 ans de travail à partir d'Idlib, qui était le bastion. Mais c'est une stratégie, cette capacité à manier la technologie et probablement à recevoir du renseignement occidental pour pouvoir avancer aussi vite et prendre les villes comme ils l'ont fait. Donc voilà, moi c'est mon analyse. Après c'est compliqué à prouver toujours, mais ce n'est pas du complotisme que de penser tout simplement ce qui s'est toujours passé, c'est-à-dire que les pays occidentaux, et pas seulement, hein, d'autres pays non occidentaux, parmi les BRICS, ont aussi eu leur jeu avec des mouvements radicaux, les ont aussi instrumentalisés, les ont aussi infiltrés et orientés en fonction de leur agenda géopolitique. Alors, il y a une chose qui est quand même, donc là, une situation qui peut se comparer ou en tout cas qui ressemble à ce qui a pu se passer pendant la guerre civile syrienne, celle qui a duré 10 ans, de 2011, enfin un peu moins de 10 ans on va dire, jusqu'en 2019, c'est ce morcellement probable de la Syrie, en tout cas avec l'entité kurde qui... on va dire sous protection américaine aussi, puisqu'il y a des soldats américains et des bases qui sont dans le Rojava. Des menaces turques également, on parle d'une offensive peut-être sur Kobané, sur la ville symbole que les Kurdes avaient arrachée à Daesh à l'époque, de la part de la Turquie ou de ses vassaux, ou en tout cas de ses proxys syriens, groupes armés, etc., qui se trouvent dans le nord-est. Donc il y a cette entité. Là, on annonce le retour de Daesh, le vrai, dans l'Abadia Shamia, avec une possible chute de Palmyre. En tout cas, la ville de Sourna à côté a été reprise. Et comme la dernière fois, comme à chaque fois que Daesh a fait des offensives dans cette région, c'est toujours les mêmes dominos et ça se termine par la conquête de Palmyre, qui n'est pas défendue parce qu'elle n'est pas défendable et qu'elle se trouve loin du fameux axe de la Syrie utile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est... On voit se dessiner une Syrie avec ces groupes dont vous dites déjà qu'à l'origine, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts. On parle de tensions déjà à Alep aussi, entre les différentes entités qui contrôlent la ville. La grosse différence, c'est quand même que les pays arabes aujourd'hui, quelque part, ont compris leur leçon. Daesh en Syrie, ça veut dire de l'instabilité pour le monde entier. Et aujourd'hui, ils sont quand même tous presque du côté de Bachar el-Assad. C'est quand même très différent. Oui, bien sûr. Or, nous, il me semble, on n'a pas conscience de la... je pense qu'on ne voit pas une chose, c'est que autour de Al-Joulani, il y a un projet de former un État islamique présentable. Islamiste, mais présentable. Vous aurez observé comme moi, Régis, qu'on n'a pas de vidéos de décapitation et on n'a pas tout ce qui a été fait par Daesh. On est dans une logique, entre guillemets, de notabilisation. Et ça, c'est quelque chose qui est occidental. C'est-à-dire que c'est un narratif qui est occidental pour dire, bon, le régime de Bachar est tombé, on a des gens, mais regardez, ils tolèrent même les chrétiens, ils tolèrent même les Kurdes, ils ont été gentils avec les Kurdes parce qu'ils ont pu sortir d'Alep, etc. Pour moi, c'est la préparation
de la destruction de l'État-nation Syrie, qui est en train de se faire, de sa communautarisation, de la création de petits États. Et puis, il faudra toujours un méchant. Donc, le réveil de Daesh, ça va être le méchant qu'il faut continuer quand même à combattre, parce que ça, c'est l'épouvantail. C'est ça qui est en train de se mettre en place. C'est très frappant. Moi, ce qui m'a intrigué dès le départ, c'est la notabilisation de Al-Joulani. Parce qu'il n'en avait pas forcément besoin, lui, il pouvait très bien faire exactement ce qu'il avait fait dans le passé, quand il travaillait pour Al-Nosra, où il n'avait pas besoin d'être aimé des Occidentaux. Là, il y a un discours qui est complètement différent. C'est ce qui me fait dire que ce n'est pas une marionnette de la Turquie, c'est plutôt une marionnette des États-Unis et d'Israël dans la recomposition de cette Syrie éclatée, de façon à couper ce que le roi de Jordanie appelait le croissant chiite, de l'Iran jusqu'au Liban, de le couper par la Syrie et d'affaiblir donc l'Iran au passage. L'autre aspect, c'est quand même sur la menace terroriste. Bon, on a connu le Bataclan en France, on sait que ces attentats, d'autres attentats étaient plus, on va dire, d'origine française, ou en tout cas perpétrés par des individus présents en France, mais on a beaucoup subi cette menace d'attentats projetés depuis à l'époque la ville d'Al-Bab et les différentes villes de l'État islamique où se trouvaient ces entités qui préparaient les attentats. Est-ce qu'on n'est pas un peu naïf, nous aussi, de se dire, finalement, on joue à nouveau avec le feu, sans rappeler justement que cette confusion et ce chaos syrien, qui est peut-être un peu moins évident en Irak, ce qui est très étonnant, c'est que l'Irak a l'air de se maintenir, tandis que la Syrie est en train de s'effondrer. Toute cette instabilité, ça génère ce terrorisme. Et en France, on ne semble pas être à nouveau, on semble nous ressortir le coup des rebelles modérés. Exactement, mais je crois qu'aucune leçon n'est tirée. C'est-à-dire que l'islamisme radical reste un outil de travail géopolitique des services de renseignement occidentaux, y compris d'ailleurs nos services qui avaient joué avec Al-Qaïda en Syrie, il faut s'en souvenir. Donc malheureusement, les leçons ne sont pas tirées parce qu'on sait très bien que ça finit par nous exploser à la figure à chaque fois. Mais la grande guerre, la guerre sérieuse, c'est l'affrontement entre le monde occidental et les BRICS. C'est ça. Et dans ce cadre, eh bien, évidemment, comme on sait que ça devrait... heureusement, la guerre devrait s'arrêter en Ukraine. Je l'espère probablement quand Trump va arriver et commencer à négocier avec Poutine. À ce moment-là, c'est au Moyen-Orient que le monde occidental doit marquer des points parce qu'il a perdu la guerre en Ukraine, en fait. Il a perdu la guerre face à la Russie. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, je pense qu'il veut marquer des points. En particulier, probablement avant l'arrivée de Trump aussi, il y a une accélération. Voilà, vous aviez raison de dire, Régis, qu'il y a comme une accélération, parce qu'il y a une attente énorme, et en même temps, il y a une accélération de la part de ceux qui veulent éviter justement la paix et qui cherchent à enflammer un certain nombre de théâtres de conflits, que ce soit l'Ukraine, en remettant de l'huile sur le feu avec les missiles... les tirs de missiles en profondeur, attaque MS américain ou Storm Shadow sur le territoire russe, ou au Moyen-Orient, cette fois-ci en s'attaquant à ce qui est possible et ce qui est facile en fait, parce que le régime syrien est affaibli. Et il faut bien comprendre, il faut revenir juste à ce qui s'est passé il y a peu de temps, c'est-à-dire que Israël et l'Iran n'étaient pas très loin de se faire la guerre frontalement. Et puis, ils se sont ravisés parce que chacun sait que cette guerre serait très, très compliquée pour l'un et pour l'autre. Et donc, nous vivons la même guerre, mais cette fois-ci de façon plus indirecte, sur le théâtre syrien. Et aujourd'hui, au moment où on parle, la question pour Bachar el-Assad, mais aussi pour le gouvernement irakien, pour l'Iran, c'est de savoir s'il faut créer rapidement une coalition pour venir au secours de Bachar el-Assad et stopper Al-Joulani et stopper cette dynamique qui peut provoquer dans les jours qui viennent l'effondrement du régime, c'est très clair.
Alors, si cet effondrement se produit, et si Jolani arrive à la tête de la Syrie, avec ces déclarations, ça ressemble un peu au retour des talibans le 15 août 2021 à Kaboul. C'est-à-dire, croyez-nous, on a changé, et aujourd'hui on en est à... les femmes ne peuvent plus écouter de la musique, quoi. Ah oui, oui, bien sûr. Mais vous croyez que c'est cette même dynamique qui est en cours? Moi, je pense que c'est un entre-deux, c'est-à-dire que c'est évidemment un islamiste. Il va mettre en place un régime islamiste dur, mais ce régime il doit être acceptable par l'Occident pour remplacer le régime de Bachar el-Assad. Et donc, ce qu'on voit c'est se former, c'est à partir d'Idlib, l'embryon d'un État islamique sunnite, bien sûr, mais présentable pour l'Occident et dont les buts de guerre ne sont pas de frapper l'Occident, puisque en 2023, Al-Jounani l'a dit explicitement, il a dit « Mon ennemi n'est pas l'Occident, on a perdu trop de temps de ce côté-là, mon ennemi c'est la Russie et l'Iran ». Il l'a dit explicitement, je ne l'invente pas. Moi j'écoute les gens et les déclarations, c'est très très clair. Donc finalement assez fidèle à ses amours premières, c'est-à-dire le califat de Baghdadi qui considérait dans la suite d'Al-Qaïda en Irak les chiites comme étant les apostats, les hérétiques avant les chrétiens et avant les juifs. Oui, et absolument. Et puis Régis, il y a quand même, si on réfléchit un peu sur la variabilité du discours de tous ces mouvements islamistes à travers le temps. Vous avez, à un moment donné, Al-Qaïda, c'était le djihad mondial. Et les gens d'Al-Qaïda, vous y retrouvez dans l'État islamique. L'État islamique lui a dit non, le djihad mondial, ce n'est pas le but, on commence à faire un État islamique territorial. Donc on passe au territoire, on territorialise le djihad et on casse les États, Syrie, Irak, on fait un grand État. Et puis après, Al-Jounani, non, moi, je reste indépendant sur la Syrie, c'est un autre projet. Je fais sécession, oui, je trouve ça très, très curieux. Si ces gens étaient de véritables idéologues, il y aurait quand même une certaine constance dans leur projet géopolitique. Soit c'est le djihad mondial, soit c'est un État islamique au Moyen-Orient, un grand État. Et puis là, maintenant, ça devient un État islamique à l'intérieur de la Syrie pour détruire... Ça ressemble quand même plutôt à une adaptation aux agendas géopolitiques des grandes puissances qu'à véritablement une authenticité d'un projet islamiste durable. C'est comme ça que moi je le lis en tout cas. L'islamisme est devenu, d'une position centrale dans les peurs planétaires, est devenu un instrument en fait. Exactement, un outil. Mais c'est pareil, son expression terroriste, elle est intermittente, ce sont les intermittents du terrorisme. On dit les intermittents du spectacle et les intermittents, c'est-à-dire qu'il y a des phases où on se prend plein d'attentats, puis ça s'arrête. Tout s'arrête brutalement. Alors là, on nous explique, les services de renseignement occidentaux sont très forts, on a tout stoppé. Bon, statistiquement, c'est quand même bizarre que tout s'arrête d'un coup. Et puis après, ça peut reprendre à une autre période. Et ça aussi, ça m'interroge sur l'indépendance véritable des mouvements islamistes par rapport aux agendas des États et de leurs services de renseignement, des États occidentaux en l'espèce. Alors, on poursuit dans cette perspective. Si Bachar tombe, si Joulani prend le pouvoir en Syrie, pour la région, c'est pour ça que le jeu d'Israël, Israël soutient en tout cas pour couper aussi d'une façon pratique la ligne d'approvisionnement en armement du Hezbollah, qui passe qui est pas très loin de Damas en fait, mais qui permet la fourniture d'armes, etc., les routes militaires du Hezbollah. Ça, c'est un des objectifs d'Israël. Mais la présence d'un ancien compagnon de route d'Abou Bakr al-Baghdadi au pouvoir à Damas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Liban est à risque, la Jordanie est à risque. C'est-à-dire, je ne peux pas imaginer que le Hezbollah, même affaibli aujourd'hui, accepte finalement ce constat, ni que les radicaux islamistes qui existent au Liban, qui ont failli à un moment faire basculer le pays au moment de la guerre en Syrie, il y a eu des combats dans le Kalamoun, à Herzl, etc., ne se réactivent pas d'une façon ou d'une autre. Donc c'est
pour Israël aussi un facteur d'instabilité pour tous les pays environnants. Non, mais bien sûr, mais de toute façon, il n'y a pas de solution idéale. À partir du moment où Israël a fait les choix aussi qu'il a fait sur Gaza, etc., on peut aussi considérer que ça va générer à nouveau, ça peut éteindre, et ça éteint provisoirement ses ennemis, bien sûr, puisqu'il a marqué des succès considérables en frappant le Hezbollah à la tête, en affaiblissant le Hamas avec des destructions considérables à Gaza et dans les populations civiles. Mais ça, c'est aussi le terreau pour le futur, pour les nouvelles générations de combattants. Sauf si la géopolitique, l'aménagement, entre guillemets, le réaménagement du Moyen-Orient permet des transferts de population. Et s'il y a une recombinaison des frontières, s'il y a de petits États communautaires qui émergent, peut-être que certains en Israël ont en tête des transferts de population palestinienne. Créer les conditions favorables à ça et créer les acteurs avec lesquels ils pourront négocier ces transferts de population. En l'état, ce n'est pas avec Bachar el-Assad et une Syrie unifiée qui peuvent négocier ça. Peut-être qu'ils pourront négocier ça avec de petits acteurs communautaires qui seront plus ouverts à ce type de discussion. Moi, ce que j'observe en tout cas, c'est que, comme vous l'avez dit, le Hezbollah risque de se retrouver isolé, en fait, entre un État islamiste sunnite en Syrie, puisque c'est la majorité. N'oublions pas que ça, il ne faut quand même pas l'oublier, même si la majorité des sunnites ne sont pas islamistes, la majorité en fait, de la population syrienne, 70% est sunnite, bien arabe sûr. Sunnite. Bon, il y a 10% à peu près d'Alaouis. 70% de l'armée de Bachar est sunnite. On dit qu'il y a 10% de chrétiens, mais probablement il y en a moins. Oui. Entre parenthèses, la belle fable de Israël, protecteur des chrétiens d'Orient, je pense qu'elle a sauté, elle est tombée sous nos yeux. C'est quand même loin d'être vrai quand on sait qu'en Syrie, c'était plutôt le régime de Bachar. Alors je ne dis pas que les chrétiens aimaient beaucoup Bachar ou son régime, mais en tout cas, ils considéraient que le protecteur le moins mauvais, c'était le régime de Bachar el-Assad. Et ça m'étonnerait qu'en ce moment, il soit très serein quand il voit ce qui est en train de se former avec la chute d'Alep, la chute de Hama, et peut-être demain la chute de Homs. Oui. Aymeric Choprade, merci pour tous ces éclaircissements. Ça nous aide à voir un petit peu ce monde qui est en train de changer. Alors, on parlait de Trump qui va arriver le 20 janvier. On semblerait qu'on peut rajouter aussi ce qui est en train de se passer en Géorgie, la contestation sur la probable élection du prochain président roumain. C'est une accélération, Régis, de cet affrontement entre l'OTAN et les BRICS, ou les États-Unis et la Russie. Là, il y a un affrontement parce que et ça c'est essentiel, les Occidentaux ont perdu la guerre en Ukraine. Ouais, c'est ça l'essentiel. C'était pas une guerre, bien sûr c'était une guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais c'était d'abord une guerre entre l'OTAN menée par les États-Unis et la Russie. Cette guerre, elle est perdue. La Russie a gagné par sa résilience, et aussi, je l'ai souvent dit, parce que quand deux acteurs sont en conflit, et pour un des acteurs, le conflit gagné est vital, ce qui n'est pas le cas pour l'autre, celui pour lequel c'est vital a un avantage, parce que par définition, il va mettre beaucoup plus de moyens et il aura beaucoup plus de capacité à tenir l'effort. Et donc les nouveaux épisodes, on les voit s'accélérer au Moyen-Orient, on les voit au Caucase, dans le Caucase, et en Géorgie, effectivement, et puis en Roumanie, où il y a quasiment un chantage. C'est-à-dire, on a bien compris que le candidat dit pro-russe, l'Occident ne va pas le laisser arriver au pouvoir. Pro-russe, mais ami de Robert Kennedy Jr. Exactement. Donc c'est pour ça que, on va voir ce qui va se passer. Semaine absolument cruciale avant l'arrivée de Trump, et est-ce que Trump va être capable de deliver, comme on dit, et de porter les espérances de paix? C'est une grande question, Régis, parce qu'on en parlait à propos de la question du rapport à Israël.
Il y a des gens qui sont très favorables à Israël chez Trump, d'autres qui ne sont pas forcément. Donc, il y a des personnages comme Tulsi Gabbard qui avait favorisé un dialogue avec Assad. Exactement. Ouais. Je pense que Trump va surprendre, en tout cas. Il va surprendre sur un certain nombre de sujets. Bon, très bien. Wait and see, comme on dit. Merci à vous, merci à Aymeric d'être venu. Régis. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode de cette actualité palpitante que nous essayons de décrypter, de comprendre à travers ces grands entretiens. J'espère qu'il vous a plu et que vous serez tout aussi nombreux la semaine prochaine à revenir pour une nouvelle édition du Grand Entretien. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt.